La première fois que Marcus a rejeté mon opinion professionnelle, j'avais 19 ans et lui, 27. Nous étions au dîner de retraite de papa, et Marcus venait de conclure son premier gros contrat pour sa jeune entreprise de logistique. Il a passé 40 minutes à expliquer son modèle économique à toute la table, pendant que je mangeais mon saumon en silence. « Qu'en penses-tu, Rachel ?» m'avait demandé papa, probablement par politesse. La structure des prix semble serrée, avais-je dit prudemment, mais peut-être devrais-tu envisager de constituer des réserves de trésorerie avant d'agrandir la flotte, au cas où les coûts de carburant augmenteraient ou Marcus avait ri, me coupant la parole. Contente-toi de tes cours à la fac, Rachi. C'est un peu plus complexe que l'écho pour les nuls. Tout le monde avait gloussé. J'étais retourné à mon saumon. C'était il y a 14 ans. J'avais maintenant 33 ans, Marcus en avait 41, et le schéma n'avait pas changé. Il avait fait de Martech Logistique, une entreprise de 3 camions, ce qu'il prétendait être un empire de 400 millions de dollars. Il avait 340 employés, des opérations dans 12 États, et un bureau d'angle avec une vue, qu'il ne manquait jamais de mentionner. Je dirigeais une petite société de conseil financier, depuis un modeste bureau du centre-ville de Seattle, travaillant avec des entreprises de taille moyenne sur leur stratégie de croissance et la gestion de leur capital. J'avais 6 employés, des bénéfices corrects, et un modèle économique que Marcus trouvait infiniment amusant. Toujours dans le conseil, demandait-il lors des réunions de famille, de la même manière qu'on demanderait à un enfant s'il jouait encore à la poupée. Ce que Marcus ne savait pas, ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que j'avais gagné mes premiers 10 millions de dollars à 25 ans, grâce à une série d'investissements judicieux dans la technologie. À 30 ans, j'avais transformé cette somme en 340 millions de dollars, grâce à une gestion de portefeuille minutieuse, des investissements stratégiques en tant que business angel, et une position précoce particulièrement lucrative, dans une entreprise d'infrastructure cloud, qui était entrée en bourse avec une valorisation de 12 milliards de dollars. Je vivais modestement, je travaillais discrètement, et je ne parlais jamais de ma véritable situation financière. Ma société de conseil était réelle mais petite, plus une couverture professionnelle qu'une source de revenus principale. Mon véritable travail consistait à gérer mon portefeuille considérable, et à servir de partenaire silencieux dans plusieurs entreprises à forte croissance, y compris celle de mon frère. Il y a 8 ans, Martech Logistique avait traversé une crise. Marcus s'était développé de manière agressive, dépassant ses lignes de crédit et son fonds de roulement. Il avait besoin de 180 millions de dollars pour éviter la faillite, pour couvrir la dette de l'expansion de sa flotte, pour financer ses installations, et pour maintenir ses opérations pendant sa restructuration. Sa banque avait discrètement cherché des investisseurs privés. Grâce à un réseau complexe de SARL et de véhicules d'investissement, que mes avocats avaient soigneusement structuré, j'étais devenu cet investisseur. Les conditions étaient généreuses, un rendement annuel de 12%, pas de siège au conseil d'administration, un anonymat complet, et un rôle de conseil stratégique, dont Marcus n'a jamais su qu'il venait de son partenaire silencieux, par l'intermédiaire de son conseiller financier. Pendant 8 ans, je l'avais regardé bâtir son succès sur mon capital, tout en m'entendant dire, à chaque réunion de famille, que je ne comprenais rien aux vraies affaires. La réunion de famille avait lieu chez Marcus, dans une immense propriété à Bellevue qu'il avait achetée il y a 3 ans. Les 18 membres de la famille étaient réunis pour ce que Marcus avait appelé une annonce importante. Nous étions assis dans son salon décoré par un professionnel, avec des amuse-gueules de traiteurs sur des tables en verre, et le vin coulait à flots. Marcus se tenait à l'avant, comme un PDG s'adressant à ses actionnaires. « Je voulais que vous soyez tous là, pour partager une nouvelle incroyable », commença Marcus, rayonnant. Martech Logistique a suscité l'intérêt de 3 grandes entreprises pour une acquisition. Nous envisageons des valorisations entre 850 millions et 1,1 milliard de dollars. La salle a éclaté en applaudissements. Papa rayonnait de fierté. Maman pleurait. Jessica, la femme de Marcus, enregistrait avec son téléphone. C'est l'aboutissement de 8 ans de vision stratégique, de croissance agressive et de prise de risque calculée, a poursuivi Marcus. Quand j'ai créé cette entreprise il y a 13 ans, avec 3 camions et un rêve, les gens doutaient, mais j'ai compris quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. J'ai compris l'effet de levier. J'ai compris l'échelle. J'ai compris le timing. J'ai pris une gorgée de vin et n'ai rien dit. L'acquisition devrait être finalisée d'ici 6 mois, a déclaré Marcus, ce qui signifie que cette famille s'apprête à connaître une richesse générationnelle. Ma seule participation au capital vaut entre 6 cents et 7 cents 50 millions de dollars.
Nous parlons de mettre nos enfants à l'abri, nos petits-enfants, de créer un héritage. Plus d'applaudissements. Mon cousin David a levé son verre à Marcus, le premier quasi-milliardaire de la famille. Tout le monde a bu, sauf moi. Je faisais des calculs dans ma tête. Si la participation de Marcus valait entre 6 cents et 750 millions de dollars à ses valorisations, et connaissant la structure réelle du capital de son entreprise, il exagérait considérablement sa position. Sa participation valait peut-être entre 2 cents et 280 millions de dollars avant impôt, en tenant compte de la dette et de la position du partenaire silencieux, qui représentait 51% de la valeur réelle de l'entreprise. Rachel, tu es silencieuse, a dit Marcus, tournant son attention vers moi avec ce sourire condescendant familier. Pas de félicitations pour ton grand frère? Félicitations, ai-je dit d'un ton neutre. Tu sais, tu devrais prendre des notes, a-t-il poursuivi, et plusieurs personnes ont gloussé. Voilà à quoi ressemble la construction d'une entreprise stratégique. Pas de petits contrats de conseil, mais la construction d'un véritable empire, la compréhension des marchés de capitaux, la compréhension de l'échelle, la compréhension. Je connais bien les marchés de capitaux, ai-je dit doucement. Avec ta petite société de conseil, a dit Marcus en souriant. Comment ça se passe? Tu travailles toujours depuis ce bureau dans un centre commercial? C'est en fait un immeuble du centre-ville, et oui, ça se passe bien. Tu vois, c'est la différence entre la mentalité d'une petite entreprise et une véritable vision entrepreneuriale, a déclaré Marcus en s'adressant à la salle. Rachel s'en sort bien. Elle gagne confortablement sa vie. Il n'y a rien de mal à ça. Mais quand on pense en grand, quand on comprend comment utiliser l'effet de levier du capital, quand on s'est évalué peut-être devrions-nous parler de ta structure de capital, les jeux interrompus. Le silence s'est fait dans la pièce. Marcus avait l'air agacé. Quoi? Ta structure de capital. Le ratio dette-fonds propres, les positions des investisseurs, les participations réelles par rapport aux participations déclarées. Ces détails. Le sourire de Marcus s'est figé. Je ne vais pas ennuyer tout le monde avec des détails techniques lors d'une célébration, Rachel. Parce que les chiffres que tu cites ne tiennent pas compte de ton endettement, ni de la position de ton partenaire silencieux, ai-je poursuivi calmement. Si tu prétends détenir entre 6 cents et 750 millions de dollars de capital personnel à ces valorisations, soit tu surestimes ton pourcentage de propriété, soit tu ne tiens pas compte de tes obligations en cours. Le silence était maintenant total dans la pièce. Le visage de Marcus avait rougi. Reste à tes petits projets personnels, a dit Marcus, sa voix tendue par une colère à peine contenue. Les vraies affaires te dépassent. C'est de la finance d'entreprise sophistiquée, pas le genre de petits conseils que tu fais. Je comprends, ai-je dit en hochant la tête. Non, clairement tu ne comprends pas, a poursuivi Marcus, sa frustration évidente. Tu n'as jamais rien construit d'important. Tu n'as jamais géré de capitaux sérieux. Tu n'as jamais. Rachel, je t'aime, mais tu te ridiculises en essayant de me faire la leçon sur ma propre entreprise. Ce sont des discussions d'acquisition avec des entreprises du Fortune 500. C'est la cour des grands. Papa est intervenu. Marcus a raison, ma chérie. C'est un sujet assez spécialisé. Contentons-nous de célébrer le succès de ton frère. J'ai souri poliment et suis retourné à mon vin. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto du conseiller financier de Marcus, Theodore Chin, qui servait d'intermédiaire entre moi et Martech Logistique depuis 8 ans. Besoin de vous parler de toute urgence. Marcus fait des déclarations sur la valorisation qui suggèrent qu'il ne comprend pas entièrement la structure du capital. Dois-je clarifier? Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai rappelé Théodore. Monsieur Chin, merci de votre appel. Je suis au dîner de célébration de Marcus, et il annonce des discussions d'acquisition, avec des valorisations qui semblent incohérentes avec la réalité. Que prétend-il? Une valorisation totale de l'entreprise entre 850 millions et 1,1 milliard de dollars, avec sa participation personnelle valant entre 6 cents et 750 millions. Théodore est resté silencieux un instant. Madame Chin, vous connaissez la structure réelle. Vous détenez 51% via le réseau de LLC. À ces valorisations, votre position vaudrait entre 433 et 561 millions de dollars. La participation de Marcus, en tenant compte de la dette, vaudrait entre 180 et 240 millions de dollars avant impôt. Soit il surestime considérablement sa participation,
soit il ne tient pas compte de la position du partenaire silencieux. Il n'est pas au courant de la position du partenaire silencieux, ai-je dit. Vous avez maintenu le protocole d'anonymat? Absolument. Toutes les communications passent par moi, en tant que conseiller financier. Il pense que le partenaire silencieux est un consortium d'investisseurs institutionnels. Mais Madame Chin, ces discussions d'acquisition sont réelles. J'ai vu les offres préliminaires. Si elles avancent, la structure du capital deviendra publique. Marcus découvrira que sa sœur détient 51% de son entreprise. Quand? Lors de la vérification préalable. Probablement dans les 60 jours si les discussions progressent. La société acquéreuse exigera une divulgation complète de toutes les positions de propriété. Je vois. Puis-je parler franchement, Madame Chin? S'il vous plaît. Je travaille avec vous depuis 8 ans pour gérer cet investissement. Je vous ai vu fournir la base capitalistique de Martech Logistique, pendant que votre frère s'attribuait le mérite de l'avoir construite seul. J'ai facilité vos conseils stratégiques par des canaux anonymes, tout en le regardant dénigrer votre sens des affaires lors des réunions de famille. Et maintenant, il est sur le point de découvrir que sa jeune sœur, qu'il considère comme financièrement naïve, est son actionnaire majoritaire depuis 2016. Où voulez-vous en venir? Êtes-vous prête pour cette révélation? Parce qu'elle va être explosive. Je suis prête, ai-je dit. En fait, Théodore, je pense qu'il est temps d'accélérer le calendrier. Je voudrais exercer mes droits de retrait, en vertu de l'accord de partenariat. Silence. Puis, Madame Chin, cela déclencherait un événement de liquidation forcée. Marcus aurait 90 jours pour racheter votre position à sa juste valeur marchande, ou accepter une vente de l'entreprise. Compte tenu de sa participation réelle et de son endettement, il ne peut pas se permettre de vous racheter. Cela forcerait les discussions d'acquisition à s'accélérer, ou le forcerait à trouver d'autres investisseurs à des conditions bien pires. Je comprends les implications. Puis-je demander ce qui a précipité cette décision? J'en ai assez d'être invisible, tout en fournissant la base de l'ego de quelqu'un d'autre, Théodore. 8 ans de contente-toi de tes petits projets, pendant que je construisais son empire avec mon capital. C'est fini. Quand souhaitez-vous que j'entame la procédure de retrait? Maintenant. Ce soir. Déposez l'avis formel auprès du conseil juridique de l'entreprise. Je veux que Marcus le reçoive dès lundi matin. Madame Chin, cela va détruire votre relation avec votre frère. Théodore, je ne pense pas que nous ayons eu une vraie relation. Nous avons eu une dynamique où il me rabaissait, tout en dépendant de moi sans le savoir. Ce n'est pas une relation qui mérite d'être préservée. Compris. Je vais commencer les formalités immédiatement. Vous devez savoir qu'en vertu de l'accord de partenariat, Marcus aura 7 jours pour répondre une fois qu'il aura reçu l'avis. Pendant cette période, il peut demander une réunion avec le partenaire silencieux. Souhaitez-vous maintenir l'anonymat pendant ce processus? Non. Quand il demandera la réunion, dites-lui la vérité. Dites-lui qui a été son partenaire silencieux pendant 8 ans. J'en ai fini de me cacher. J'ai raccroché et suis retourné à la célébration. Marcus tenait son auditoire en haleine, décrivant sa stratégie commerciale à un public captivé. Je me suis assise tranquillement dans mon coin, finissant mon vin. La fête a continué pendant encore 3 heures. Je suis parti sans dire grand-chose, au-delà de politesse. Marcus était trop occupé à célébrer pour le remarquer. Pendant le week-end, mes avocats ont finalisé la documentation de retrait. Le lundi matin à 9h47, le conseil juridique de Marcus a reçu l'avis formel. Le partenaire silencieux, qui détenait 51% de Martech Logistique, exerçait ses droits de retrait, en vertu de l'accord de partenariat de 2016. Marcus avait 7 jours pour répondre, soit avec une offre de rachat à la juste valeur marchande, 433 à 561 millions de dollars, sur la base de l'intérêt d'acquisition actuel, soit avec un accord pour accélérer la vente de l'entreprise avec une répartition des produits selon les pourcentages de propriété, soit avec un financement alternatif pour remplacer la position du partenaire silencieux. Marcus m'a appelé à 10h23. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé à 10h31, 10h45, 11h02 et 11h28. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué ma routine du lundi matin, café, email, revue, analyse de portefeuille. À 14h15, Théodore a appelé. Madame Chin, Marcus est au courant.
Son avocat lui a expliqué la structure du partenariat, les pourcentages de propriété, les droits de retrait. Il demande une réunion d'urgence avec le partenaire silencieux. Il ne sait pas encore que c'est vous, mais il sait que quelqu'un détient 51% de son entreprise et se retire. Il ne le gère pas bien. Dites-lui que la réunion peut avoir lieu mercredi à mon bureau, à 10 heures. Dois-je lui dire qui il va rencontrer? Non. Laissez-lui la surprise. Mardi a été calme. Mon téléphone affichait 47 appels manqués de Marcus. Les textos allaient de la confusion. Qui est le partenaire silencieux? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que quelqu'un possédait la moitié de mon entreprise? À la colère, c'est du sabotage d'entreprise. Mes avocats vont se battre. Au désespoir, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de ton aide pour comprendre. J'ai répondu une seule fois, à 21 heures. Je te verrai mercredi à 10 heures à mon bureau. Le partenaire silencieux sera là. Mercredi matin, je suis arrivé à mon bureau à 8h30. Mon assistante, Sarah, avait libéré mon emploi du temps. Théodore est arrivé à 9h45, avec sa mallette pleine de documents. À 9h58, la Mercedes de Marcus s'est garée sur le parking. Il est entré dans mon immeuble de bureau avec son avocat, un avocat d'affaires nommé David Brenet, que je reconnaissais pour des transactions antérieures. Ils avaient l'air confus de se rencontrer dans mon petit bureau de conseil. Sarah les a dirigés vers notre salle de conférence. J'ai attendu jusqu'à 10 heures précises, puis je suis entré avec Théodore. Le visage de Marcus est passé par plusieurs expressions en succession rapide, confusion, reconnaissance, plus de confusion, puis, lentement, une horreur naissante. Rachel, qu'est-ce que tu fais ici? Où est le partenaire silencieux? Je me suis assise en face de lui. Bonjour, Marcus. Je suis le partenaire silencieux. Il m'a regardé fixement. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas, j'ai fait glisser un dossier sur la table. Ce sont les documents de l'entreprise de 2016, montrant le réseau de LLC qui détient 51% de Martech Logistique. La piste mène à moi. Théodore a servi d'intermédiaire pendant 8 ans, conformément au protocole d'anonymat de l'accord de partenariat. L'avocat de Marcus, David, examinait déjà les documents. Son visage confirmait tout. C'est impossible, a dit Marcus. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu diriges une petite société de conseil. J'ai constitué un portefeuille de 340 millions de dollars au cours des 15 dernières années, grâce à des investissements stratégiques, ai-je dit calmement. J'ai été un business angel actif dans 17 entreprises. J'ai servi de partenaire silencieux dans 9 projets. Martech Logistique a été mon plus gros investissement, à hauteur de 180 millions de dollars en 2016, alors que vous étiez au bord de la faillite. Mais je n'ai jamais. La banque a dit que c'était des investisseurs institutionnels, un consortium. La banque a dit ce que je leur ai dit de dire, par l'intermédiaire de Théodore. J'ai structuré un anonymat complet. Vous avez fonctionné en pensant que vous possédiez 85% de votre entreprise. En réalité, vous en possédez 38%, après conversion de la dette. Je possède 51%. Les 11% restants sont détenus par vos premiers employés, via le plan d'actionnariat. Marcus avait l'air physiquement malade. 8 ans. Tu as possédé la moitié de mon entreprise pendant 8 ans, et tu n'as jamais rien dit. J'ai fourni 180 millions de dollars pour sauver votre entreprise de l'effondrement. J'ai pris un rendement annuel de 12%, ce qui est inférieur au marché pour un capital de croissance de ce niveau de risque. Je n'ai demandé aucun siège au conseil d'administration, aucune reconnaissance publique, et aucune implication dans les opérations, au-delà de conseils stratégiques que Théodore transmettait anonymement. J'ai été le fondement du succès de Martech Logistique, pendant que vous passiez 8 ans à me dire que je ne comprenais rien aux vraies affaires. Pourquoi? Sa voix était à peine un murmure. Parce qu'il y a 8 ans, tu étais mon frère et tu avais besoin d'aide. J'avais le capital. Je croyais en ta vision, même si je pensais que ton exécution avait besoin d'être améliorée. J'ai donc structuré un investissement qui te sauverait, sans t'embarrasser en révélant que ta petite sœur était ton sauveur financier. Et maintenant, tu détruis tout. Tu te retires et tu forces une liquidation. J'exerce mes droits en vertu d'un accord de partenariat légal. Vous avez 3 options, racheter ma position à sa juste valeur marchande, accepter d'accélérer les discussions d'acquisition avec une répartition des produits selon les pourcentages de propriété,
ou trouver un financement alternatif. David, l'avocat, est intervenu. Monsieur Chin, compte tenu de votre position de capital réel et de votre endettement, la première option n'est pas financièrement viable. Vous ne pouvez pas lever entre 433 et 561 millions de dollars pour racheter la position de votre sœur. La troisième option est également problématique. Aucun investisseur institutionnel ne fournira ce capital à des conditions que vous pouvez vous permettre, dans un délai de 90 jours. Ce qui laisse la deuxième option, l'acquisition, a dit Marcus d'un ton sec. L'acquisition, ai-je confirmé, qui se déroule avec nous deux comme partenaires égaux dans les négociations. Vous possédez 38%, je possède 51%. Aux valorisations que vous avez annoncées à votre fête entre 850 millions et 1,1 milliard de dollars, votre position nette serait d'environ 180 à 240 millions de dollars avant impôt. Ma position serait de 433 à 561 millions. Les chiffres l'écrasaient visiblement. Tu vas gagner plus du double de ce que je gagne avec l'entreprise que j'ai construite. Avec l'entreprise que nous avons construite, Marcus. Tu as fourni la vision et les opérations. J'ai fourni 51% du capital qui a rendu cette vision possible. C'est un partenariat, même si tu ne le savais pas jusqu'à présent. Alors que se passe-t-il? On vend simplement l'entreprise, et tout le monde découvre que ma petite sœur possède plus de Martech que moi. Lors de la vérification préalable, oui, la société acquéreuse découvrira la structure de propriété complète. Vos amis, vos collègues, vos employés, ils apprendront tous que vous fonctionniez avec un partenaire majoritaire dont vous ignoriez même l'existence. Marcus a mis sa tête dans ses mains. Son avocat avait l'air mal à l'aise. Pourquoi maintenant? A finalement demandé Marcus. Si tu as bien voulu rester silencieuse pendant 8 ans, pourquoi te révéler maintenant? Pourquoi faire exploser les discussions d'acquisition? Je ne les fais pas exploser. J'y participe, en toute transparence. Quant à savoir pourquoi maintenant, samedi, tu m'as dit de m'en tenir à mes petits projets personnels. Tu as dit que les vraies affaires me dépassaient. Tu as dit des versions de cela pendant 14 ans. J'en ai assez, Marcus. J'en ai assez d'être rabaissé tout en fournissant les bases de ton succès. J'en ai assez que tu t'attribues tout le mérite d'avoir construit quelque chose qui n'existerait pas sans mon capital. Alors, c'est une vengeance? Tu m'humilies parce que j'ai blessé tes sentiments? Je fais respecter la réalité juridique de notre relation d'affaires, parce que j'en ai fini de prétendre que ta perception correspond à la réalité. Tu ne possèdes pas Martech Logistique, Marcus. Nous la possédons, et il est temps que tu le reconnaisses. Théodore est intervenu doucement. Monsieur Chin, pour ce que ça vaut, votre sœur a été une partenaire extraordinaire. Toutes les décisions stratégiques majeures que vous avez prises au cours des 8 dernières années, l'automatisation de la flotte, le développement de logiciels de logistique, la stratégie d'expansion régionale venaient de recommandations qu'elle me transmettait. Vous pensiez qu'elle venait de conseillers financiers ou de consultants. Elle venait de Rachel. Marcus avait l'air abasourdi. Le projet d'automatisation. C'était ton idée? Oui. Tu m'as dit à l'anniversaire de papa il y a 3 ans que l'automatisation était une mode technologique pour les gens qui ne comprenaient pas l'industrie de la logistique. 2 mois plus tard, Théodore a suggéré que vous exploriez l'automatisation de la flotte. Tu as pensé que c'était son idée. Cela vous a fait économiser 22 millions de dollars par an. Le développement de logiciels. Le mien. Tu as dit à Thanksgiving il y a 2 ans que les logiciels propriétaires étaient une charge inutile pour une entreprise de logistique. 1 mois plus tard, Théodore a recommandé le projet de développement. C'est maintenant votre avantage concurrentiel, et un moteur majeur de vos valorisations d'acquisition. Marcus secouait lentement la tête. Tout. Chaque décision stratégique qui a réellement fonctionné. Pas tout. Tu as pris de bonnes décisions opérationnelles. Tu es excellent dans les relations clients et la gestion d'équipe. Mais l'allocation du capital, le positionnement stratégique, la stratégie de croissance, ça, c'était moi, canalisé par Théodore, pendant que tu me disais que je ne comprenais rien aux affaires. Alors que veux-tu? Des excuses? Une reconnaissance publique? Je veux de l'honnêteté dans notre relation d'affaires à l'avenir. Les discussions d'acquisition se poursuivent avec nous deux à la table, en tant que partenaires. Nous partageons les bénéfices selon nos pourcentages de propriété. Et tu arrêtes de dénigrer mon sens des affaires, parce que je le démontre depuis 8 ans,
pendant que tu ne prêtais pas attention. David s'est éclairci la gorge. Monsieur Chin, je vous recommande d'accepter les conditions de Madame Chin. L'accord de partenariat est en béton. Elle a le droit légal de forcer cette situation. Se battre ne ferait que retarder et compliquer l'acquisition, et pourrait potentiellement tuer l'affaire. Votre meilleure voie est la coopération. Marcus m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre le respect, l'humiliation et la colère. La famille va le découvrir. Papa, maman, tout le monde. Ils vont tous savoir que ma petite sœur possède plus de mon entreprise que moi. Oui. Ils vont savoir que je me suis attribué le mérite d'un succès qui était en partie le tien. Oui. Je vais avoir l'air d'un idiot. L'entrepreneur brillant qui ne savait même pas qui était son partenaire majoritaire. Probablement. Il est resté silencieux un long moment. J'ai été un con avec toi pendant 14 ans. Oui. Je suis désolé. Il a levé les yeux, croisant mon regard. Je suis sincèrement désolé, Rachel. J'aurais dû écouter. J'aurais dû respecter tes opinions. J'aurais dû. Il s'est arrêté. Pendant tout ce temps, tu étais plus intelligente que moi, et j'étais trop arrogant pour le voir. Tu n'es pas stupide, Marcus. Tu as construit quelque chose de précieux. Tu ne l'as juste pas construit seul, et tu dois le reconnaître. D'accord. Il a pris une profonde inspiration. D'accord. Nous procédons à l'acquisition en tant que partenaire. Transparence totale. Tu obtiens tes 51%, j'obtiens mes 38%. Nous partageons publiquement le mérite. Nous reconnaissons publiquement la réalité. Tu as construit les opérations. J'ai fourni le capital et la stratégie. Les deux étaient nécessaires. Aucun des deux n'aurait réussi seul. David a sorti un document. Je recommanderais de formaliser cet accord immédiatement. Madame Chin retire son avis de liquidation, sous réserve de la coopération de Monsieur Chin dans le processus d'acquisition et de la reconnaissance publique de la structure du partenariat. Les deux parties s'engagent à des transactions transparentes avec la société acquéreuse. Nous avons passé les 2 heures suivantes à régler les détails. À 12h30, nous avions un accord signé. Les discussions d'acquisition se poursuivraient avec notre participation à tous les deux. La structure de propriété serait divulguée lors de la vérification préalable. Nous nous présenterions comme des partenaires commerciaux, pas seulement comme frères et sœurs. Alors que Marcus partait, il s'est retourné à la porte. Ce projet d'automatisation qui a permis d'économiser 22 millions de dollars par an. Comment savais-tu que ça marcherait? Parce que j'avais investi dans 3 autres entreprises de logistique qui avaient mis en place des systèmes similaires. J'avais vu les données. Je connaissais le retour sur investissement. Et le développement de logiciels? J'ai investi en tant que business angel dans l'entreprise que nous avons finalement engagée pour le construire. Je connaissais leurs capacités. Donc, pendant tout ce temps, tu as développé une expertise dans mon secteur, pendant que je pensais que tu dirigeais juste une petite société de conseil. Oui. Il a secoué la tête lentement. J'ai vraiment été un idiot. Tu as été méprisant. C'est différent. Après leur départ, Théodore est resté. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Je pensais qu'il pourrait devenir combatif. Il est en train de digérer. La colère viendra peut-être plus tard. Peut-être. Mais Madame Chin, pour ce que ça vaut, vous avez géré ça avec une grâce remarquable. Vous auriez pu l'humilier beaucoup plus sévèrement. Je ne veux pas l'humilier, Théodore. Je veux qu'il me voie clairement. C'est différent. Les discussions d'acquisition se sont poursuivies au cours des 90 jours suivants. Marcus et moi avons assisté aux réunions ensemble, nous présentant comme des partenaires commerciaux. La société acquéreuse, un conglomérat de logistique du Fortune 500, a mené une vérification préalable approfondie. Lorsqu'ils ont découvert la structure de propriété, le partenaire silencieux qui détenait 51% depuis 8 ans, ils ont été fascinés plutôt qu'inquiets. Cela démontrait une gestion de capital sophistiquée et une patience stratégique. La valorisation finale s'est élevée à 980 millions de dollars. Ma participation de 51% valait 499,8 millions de dollars avant impôt. Celle de Marcus, de 38%, valait 372,4 millions de dollars avant impôt. Les 11% restants sont allés aux employés, via le plan d'actionnariat.
Le communiqué de presse annonçant l'acquisition nous mentionnait tous les deux comme cofondateurs. Marcus a donné des interviews où il attribuait le succès de l'entreprise à un partenariat stratégique avec des investisseurs sophistiqués. Il n'a pas caché ma participation, mais il n'a pas non plus étalé le lien familial au début. La famille l'a découvert de toute façon, bien sûr. Maman m'a appelé 2 semaines après l'annonce. Rachel, ma chérie, je viens de voir l'annonce de l'acquisition. Il est dit que tu possédais 51% de Martech Logistique depuis 2016. Oui, maman. Mais comment as-tu? Où as-tu trouvé 180 millions de dollars? J'ai constitué un portefeuille sur 15 ans, grâce à des investissements prudents. J'ai eu beaucoup plus de succès financier que je ne l'ai laissé paraître. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? M'auriez-vous cru? Marcus ne croyait pas que mes conseils professionnels valaient la peine d'être écoutés. Papa non plus. J'ai pensé que mon capital pourrait parler plus fort que mes mots. Elle est restée silencieuse un moment. Tu as gagné plus que Marcus avec l'acquisition. Je possédais plus de l'entreprise que Marcus. C'est comme ça que fonctionne le capital. Il a du mal avec ça. Son ego est blessé. Son ego avait besoin d'être blessé, maman. Il me rabaisse depuis 14 ans, tout en dépendant sans le savoir de mon capital et de ma stratégie. Peut-être que c'est éducatif. Tu aurais pu le lui dire plus tôt. Tu n'étais pas obligé de laisser le choc être si grand. J'ai fourni 8 ans de soutien anonyme, à des rendements inférieurs au marché. Je n'ai rien demandé, sauf une performance constante. Il a choisi de passer ces 8 ans à me dire que je ne comprenais rien aux vraies affaires. Le choc est une conséquence naturelle de ses propres suppositions. Tu es cruelle, Rachel. Je suis honnête, maman. C'est différent. La réaction de papa a été plus compliquée. Il a appelé la semaine suivante et a demandé à me voir pour un café. Je te dois des excuses, a-t-il dit sans préambule. J'ai été fier du mauvais enfant, pour les mauvaises raisons. Marcus a construit quelque chose d'impressionnant, mais tu l'as financé. Tu l'as rendu possible. Et nous t'avons tous traité comme si tu ne comprenais rien aux affaires, alors que tu faisais preuve d'une sophistication que personne d'entre nous n'a reconnue. Merci de le dire, papa. Comment as-tu fait? Comment as-tu accumulé ce genre de richesse sans que personne d'entre nous ne s'en aperçoive? J'ai vécu modestement, j'ai investi sagement, et je n'ai pas étalé mon succès. Vous avez tous vu ce que vous vous attendiez à voir, la fille cadette avec la petite société de conseil. Vous n'avez jamais regardé assez attentivement pour voir ce que j'étais réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui comprenait les marchés de capitaux mieux que quiconque dans cette famille. Quelqu'un qui avait les ressources pour sauver l'entreprise de son frère, et l'humilité de le faire anonymement. Quelqu'un qui valorisait les résultats plutôt que la reconnaissance. Jusqu'à ce que tu ne le veuilles plus. Jusqu'à ce que j'en ai assez d'être invisible, tout en fournissant les bases de la visibilité de quelqu'un d'autre. Oui. Il a hoché la tête lentement. Marcus me dit que tu aurais pu le détruire. Forcer la liquidation, tuer l'acquisition, le laisser sans rien. Mais tu as structuré les choses pour qu'il s'en sorte quand même avec 372 millions de dollars. Je n'ai jamais voulu le détruire, papa. Je voulais qu'il me voie. C'est différent. Il te voit maintenant. Nous te voyons tous. L'argent a été transféré en décembre. Après impôt, j'ai touché environ 312 millions de dollars de l'acquisition, portant mon portefeuille total à environ 652 millions. Marcus a touché environ 233 millions de dollars après impôt. Un résultat toujours extraordinaire. Nous ne sommes pas proches maintenant. Nous sommes cordiaux lors des réunions de famille, professionnels lorsque nous devons interagir. Il construit une nouvelle entreprise avec ses bénéfices, une société de technologie logistique. Il ne m'a pas demandé d'investir. J'ai déménagé dans un appartement légèrement plus agréable, bien que toujours sans ostentation. J'explore de nouvelles opportunités d'investissement, servant de business angel et de partenaire stratégique pour des entreprises en phase de démarrage. Je le fais sous mon propre nom maintenant, ouvertement. Fini les protocoles d'anonymat. Parfois, je me demande si j'aurais dû gérer les choses différemment. Si j'aurais dû dire la vérité à Marcus il y a des années, forcer la reconnaissance plus tôt, éviter la révélation explosive. Mais ensuite, je me souviens de ce dîner du samedi. Contente-toi de tes petits projets personnels. Les vraies affaires te dépassent.
dit à la personne qui possédait 51% de son entreprise, qui l'avait sauvé de la faillite, qui avait fourni chaque vision stratégique majeure qui a conduit à son succès. Parfois, la chose la plus bienveillante que l'on puisse faire est de cesser de protéger les gens de la réalité de leur propre dépendance. Je n'ai pas détruit l'entreprise de mon frère. J'ai révélé les fondations sur lesquelles elle était construite. Des fondations sur lesquelles il se tenait depuis 8 ans, sans prendre la peine de regarder en bas pour voir qui les soutenait. Maintenant, il sait. Maintenant, tout le monde sait. Et j'en ai fini d'être invisible, tout en étant indispensable. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est simplement de cesser de cacher votre pouvoir, et de laisser les gens faire face à la réalité qu'ils auraient dû voir depuis le début.